Avez-vous déjà entendu parler de la pensée cycle de vie, concept essentiel à une consommation et une production durable? Et celle-ci s'adresse aussi bien aux gouvernements qu'aux entreprises et aux citoyens qui cherchent à prendre une décision éclairée tant en matière de production, de mode de consommation, de politique ou de stratégie d'entreprise. Cette pensée se présente donc comme un véritable allié dans nos réflexions au quotidien et elle exerce une influence croissante sur notre société en stimulant et soutenant la transition vers une économie verte. La pensée cycle de vie est née au début des années 90. Le chapitre 4 de l'Agenda 21, adopté lors du sommet de Rio en 1992, appelait les gouvernements, les organisations internationales et le secteur privé à, je cite, « mettre au point des critères et méthodes permettant d'évaluer l'impact sur l'environnement et les besoins en matière de ressources pour l'ensemble du cycle de vie des produits et procédés ». Fin de citation. Les premiers développements de l'analyse de cycle de vie remontent quant à eux à la fin des années 1960. Entreprises et décideurs politiques souhaitent tout d'abord comprendre les impacts environnementaux des différentes formules d'emballage, puis les incidences de la consommation d'énergie et de la production de déchets solides retiennent l'attention, si bien que les premières discussions sur l'introduction de critères sociaux et socio-économiques dans l'analyse du cycle de vie ne débuteront et n'interviendront qu'au cours des années 1990. Ainsi, vous l'aurez compris, la pensée cycle de vie consiste à prendre en compte les impacts environnementaux, sociaux et économiques d'un bien ou d'un service du berceau au tombeau, c'est-à-dire depuis l'extraction des matières premières nécessaires à sa fabrication jusqu'à l'élimination définitive du produit après son usage. Trois grandes méthodes d'analyse permettent de distinguer les différentes catégories d'impact. L'analyse environnementale du cycle de vie, AECV ou ACV, permet de mesurer l'ensemble des impacts environnementaux induits par le produit. L'analyse sociale du cycle de vie, ASCV, évalue quant à elle les aspects sociaux et sociétaux. Elle peut par exemple évaluer et gérer les risques au sein d'une supply chain. Enfin, l'analyse des coûts du cycle de vie, ACCV, permet de comptabiliser les coûts induits par un produit tout au long de son cycle de vie et d'arbitrer entre plusieurs investissements en introduisant généralement des notions environnementales. Par exemple, plus la durée de vie d'une installation est importante, moins les impacts environnementaux risquent d'être élevés compte tenu du renouvellement moins fréquent des bâtiments et des installations. Dans la suite de cette vidéo, nous nous concentrons sur la dimension environnementale de l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire l'ACV. L'ACV est une méthode dite horizontale, basée sur une approche produit en étudiant toute la chaîne de valeur d'un bien ou d'un service. A l'inverse, le bilan carbone par exemple sera plutôt défini comme une approche organisationnelle ou verticale, non plus fondée sur un produit mais sur une activité. L'ACV se caractérise par trois grands principes fondamentaux. C'est une approche multi-étapes, car elle prend en compte toutes les étapes du cycle de vie d'un produit, et multicritères, car elle couvre la quasi-totalité des indicateurs environnementaux, par exemple le changement climatique, l'épuisement des ressources fossiles ou les émissions polluantes. L'ACV permet ainsi de s'assurer qu'il n'y a pas de transfert de pollution d'une étape du cycle de vie à une autre. La troisième grande caractéristique de l'ACV est qu'il s'agit d'une approche fonctionnelle, car même si l'ACV est centrée sur le produit, elle ne va pas analyser le produit à proprement parler, mais le service qu'il rend à son utilisateur ainsi que toutes les fonctionnalités attendues. Par exemple, on ne fait pas l'ACV d'une ampoule, mais du fait de pouvoir, et je cite, éclairer une pièce avec une luminosité de 40 watts pendant 1000 heures. Ce point est excessivement important car l'ACV permet ainsi de comparer différents produits ayant des caractéristiques techniques différentes mais remplissant la même fonction. Très bien, me direz-vous, mais comment réalise-t-on alors une ACV ? Eh bien, l'ACV, c'est un outil quantitatif très large en termes d'impact pris en compte. Elle est encadrée au niveau international par les normes ISO 14040 et ISO 14044. Très brièvement, l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, une agence nationale française, l'ADEME distingue 4 étapes dans le déroulement d'une ACV. Tout d'abord, il s'agit de définir les objectifs et le champ de l'étude. Dans l'exemple de l'ampoule que je prenais tout à l'heure, le champ de l'étude est éclairer une pièce avec une luminosité de 40 watts pendant 1000 heures. Puis, on dresse l'inventaire des flux de matière et d'énergie entrant et sortant tout au long du cycle ou inventaire du cycle de vie, on parlera d'ICV. Ensuite, à partir des flux de matière et d'énergie recensés, on évalue les impacts potentiels. Enfin, l'étape 4 consiste à interpréter les résultats obtenus au regard des objectifs retenus et à en évaluer la robustesse, en faisant notamment intervenir une tierce partie indépendante. Il est important de garder à l'esprit
que les résultats d'une ACV dépendent de nombreux paramètres, périmètre de l'étude, choix méthodologique, données utilisées, connaissances scientifiques, et il ne serait donc pas raisonnable de considérer l'ACV comme universellement valable et incontestable. En outre, l'ACV travaille prioritairement sur les facteurs d'impact, car l'impact d'un produit dépend aussi du contexte dans lequel il est utilisé. Néanmoins, d'après la Commission européenne, l'ACV fournit le meilleur cadre actuellement disponible pour évaluer les impacts environnementaux des produits. Ainsi, des analyses de cycle de vie permettent des comparaisons dans le temps et le suivi de l'évolution d'un même produit ou d'une catégorie de produits. Il permet aussi de documenter des décisions d'investissement qui ne produiront leurs effets que dans le long terme. Il doit enfin être manié avec beaucoup de prudence pour la comparaison de produits ou services entre eux. Comme nous l'avons vu en introduction, l'ACV constitue un outil d'aide à la décision incontournable, tant pour les acteurs publics que privés. En particulier, l'analyse de cycle de vie joue un rôle majeur pour les entreprises impliquées dans les démarches d'éco-conception. Prenons l'exemple de l'entreprise Interface. Celle-ci s'est donnée pour mission de proposer des produits à empreinte carbone négative, c'est-à-dire que la quantité de gaz à effet de serre éliminée de l'atmosphère grâce aux produits est supérieure à la quantité de gaz à effet de serre libérée par la production et l'utilisation de ce produit. Interface réalise une analyse de cycle de vie pour mesurer la quantité de carbone incorporée de la création des matières premières jusqu'au moment où le produit est emballé et prêt à être expédié depuis l'usine. L'ACV permet ainsi à Interface de convertir toutes les entrées et émissions de gaz à effet de serre en équivalent de CO2, puis de les totaliser afin de déterminer l'empreinte carbone nette de ces produits. Autre exemple, le groupe Kering. Kering a créé son propre outil lui permettant de mesurer et quantifier les impacts environnementaux de ses activités. On appelle cet outil l'EPNL, pour Environmental Profit and Loss, ou compte de résultat environnemental. Cet outil est extrêmement intéressant car l'approche employée par Kering est celle de la monétarisation. Kering va considérer ces impacts comme des coûts pour la société que l'entreprise va chercher à internaliser. Par ailleurs, nous l'avons vu en introduction de cette vidéo, l'analyse de cycle de vie répond à un enjeu de transparence vis-à-vis du consommateur. Comme l'a dit avec éloquence M. Klaus Töpfer, ancien ministre de l'Environnement allemand et ancien directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement, je le cite, « Les consommateurs se sentent de plus en plus concernés par les coulisses du produit qu'ils achètent. » Ces derniers deviennent consommateurs et à ce titre, de nombreuses initiatives se développent pour tenter de répondre à l'évolution de leurs préférences. Reprenons l'exemple du groupe Kering qui a développé l'application MyEPNL sur la base de l'outil évoqué précédemment. Grâce à cette application, l'utilisateur, le consommateur, peut calculer immédiatement l'impact d'un produit type de sa garde-robe et comparer ses choix avec la meilleure option possible pour comprendre quel levier activer pour alléger l'impact environnemental de son comportement et du produit qu'il achète. Cette possibilité d'arbitrage est très puissante et fait écho aux évolutions réglementaires sur cette question, notamment sur l'affichage environnemental ou ce que l'on appelle l'étiquetage. En effet, ce dispositif fait l'objet de nombreux travaux en France et en Europe. L'idée est d'offrir aux consommateurs une information sincère, objective et complète sur les principaux impacts environnementaux des produits et services qui leur sont proposés pour orienter ces consommateurs vers des achats plus responsables. L'affichage environnemental permet également d'inciter les fabricants et les distributeurs à impulser et valoriser leur démarche d'éco-conception. Pour le moment, l'affichage environnemental est proposé aux entreprises ou aux secteurs de façon volontaire et encadrée, mais la perspective d'un dispositif obligatoire pour l'ensemble des entreprises, et ce dans un avenir proche, n'est pas ni à négliger ni à exclure.